Rencontre entre le ministre de la Justice et le secrétaire général de la SENCO en vue de l'organisation d'une journée de collecte d'offrandes pour soutenir les FRDC et les Wazalendo. Une prière des différentes confessions religieuses à cet effet devrait se tenir le 9 février prochain. Et à l'international, le riz est la seule céréale majeure destinée à l'alimentation humaine dont les évolutions entraînent donc des implications directes sur la sécurité des pays importateurs dans le monde. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal télévisé. Chacun doit jouer sa partition pour que la paix soit instaurée dans le pays. Déclaration de Monseigneur Donatien Chollet, le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, a été reçu par le ministre de la Justice dans la perspective de l'organisation d'une journée de collecte d'offrandes pour soutenir les FRDC. Les confessions religieuses devraient s'unir en prière le 9 février prochain. Suivez Monseigneur Chollet à ce propos. C'est notre mission comme Église de prier. La situation de l'Est, nous en sommes conscients. La situation sécuritaire, la situation humanitaire est catastrophique. Même la vie de nos militaires, personnellement, j'étais dans une mission il y a quelques années, avant que la situation s'empire, où on a touché de doigt la réalité de nos militaires. Donc l'Église catholique n'a pas de problème pour prier, mais dans sa particularité. La particularité, c'est quoi? C'est-à-dire notre foi nous demande d'aller plus loin, de prier même pour l'ennemi. Ben, évidemment, ici, le ministre voit le FARDC avec raison. C'est voilà pourquoi nous disons que il n'y aurait pas d'inconvénient pour l'Église catholique de prier pour la paix, parce que les militaires sont victimes de manque de paix à l'est du pays, et il n'y a pas que de militaires. Pensons à tous ces déplacés, à toutes ces familles de personnes qui vivent dans la forêt, à toutes ces victimes des enfants orphelins. Donc ils ont besoin de la paix, ils ont besoin de la prière. Donc ce serait l'occasion justement pour intensifier les prières que nous faisons déjà pour la paix. Les militaires ont aussi besoin de la charité, leurs familles, et tout comme les autres aussi. Donc c'est dans le respect de notre doctrine, de notre foi, du droit canon, que nous pourrons répondre à cette initiative. Chacun doit jouer sa partition pour que la paix soit instaurée à l'Est. Envolons-nous pour la Suisse. Le président congolais Félix Tshisekedi prend part à la 55e édition du Forum économique mondial de Davos qui a débuté lundi 20 janvier à Davos sous le thème « À collaborer à l'ère de l'intelligence ». Le sommet annuel qui réunit près de 60 chefs d'État, des patrons d'entreprises, des universitaires et des organisations non gouvernementales va se pencher sur les principaux défis mondiaux et régionaux. Blaise Kouzola. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé à Davos en Suisse depuis lundi 20 janvier 2024 pour participer à la 55e édition du Forum mondial. Cet événement, qui va du 20 au 24 janvier, rassemble chaque année des leaders politiques, de chefs d'entreprise, des universitaires et des organisations non gouvernementales pour discuter des défis majeurs de notre époque. Placée sous le thème « Collaborer à l'ère de l'intelligence », cette édition met l'accent sur la coopération internationale dans un monde transformé par des avancées technologiques telles que l'intelligence artificielle, la biotechnologie et l'information quantique. Félix Tshisekedi participe avec l'objectif de positionner la RDC comme un acteur clé dans la transition écologique et le développement économique durable. Le président congolais profitera de cette occasion pour présenter un projet ambitieux axé sur la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité. Avec des forêts tropicales couvrant une partie de son territoire et un sous-sol riche en minéraux essentiels à la transition énergétique mondiale, la RDC détient un rôle stratégique dans les efforts environnementaux internationaux.
Accompagné de plusieurs ministres clés, dont Thérèse Kaïk Pwamba Wagner des Affaires étrangères, F. Bazaïba de l'Environnement, Doudou Fwamba de Finances et Kizito Pakabomba de Mines, Tshisekedi entend renforcer les partenariats internationaux et attirer des investissements pour soutenir les initiatives climatiques et économiques de son gouvernement. La participation de Félix Tshisekedi au Forum économique mondial représente une opportunité stratégique pour faire entendre la voix de la RDC sur des questions globales cruciales. En collaborant avec des leaders mondiaux, le président espère mobiliser un soutien accru pour relever les défis du climat tout en renforçant les bases d'un développement durable. Cette semaine de discussion pourrait marquer un tournant décisif pour la République démocratique du Congo en jetant les bases de nouvelles alliances et en promouvant des solutions novatrices. À travers sa présence à Davos, Félix Tshisekedi réaffirme son engagement à positionner la RDC comme un acteur central dans la recherche d'un équilibre entre exploitation de ressources, développement économique et préservation de l'environnement. Retour à Kinshasa pour parler santé. Le lundi 21 janvier 2025 à Kinshasa a eu lieu la remise officielle des dispositifs médicaux et d'équipements aux établissements de soins accrédités par l'autorité des régulations et de contrôle de la couverture santé universelle en présence du ministre de la Santé publique et des responsables du Fonds de promotion de la santé. Cet événement a marqué un jalon clé dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle en RDC avec un focus sur la gratuité de la maternité et la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés. C'est un reportage de Rosie Chioyo. Ce lundi 21 janvier, une cérémonie officielle a eu lieu à Kinshasa pour la remise des dispositifs médicaux et d'équipements aux établissements de soins accrédités par l'autorité de régulation et de contrôle de couverture de santé universelle. Cet événement marque une étape clé dans l'implémentation du programme des gratuités de la maternité en République démocratique du Congo, avec un focus sur l'amélioration de soins pour les femmes enceintes et les nouveau-nés. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Roger Kamba, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à réduire la mortalité maternelle et infantile. Le président de la République, chef de l'État, qui nous accompagne et qui nous soutient et qui pousse tout le gouvernement à s'engager, notamment au niveau financier, pour que la couverture santé universelle soit une réussite, est le garant de la couverture santé universelle. Il a souligné que la couverture santé universelle, lancée par le président Félix-Antoine Tshisekedi, vise à rendre le soin accessible à tous sans engendrer des frais importants pour le Congolais. Il a également salué les actions du Fonds de promotion de la santé pour leur contribution à ces programmes essentiels. Je suis heureux de constater que, après une année et demie d'existence, le Fonds de promotion prend ses marques, impose son rythme et commence à réaliser les objectifs de son existence. Depuis la création du FPS, plus de 339 établissements de soins ont reçu des équipements médicaux vitaux tels que des couveuses, des lits d'hospitalisation et des ambulances. Ces actions concrètes et salvatrices opérées par le Fonds de promotion de la santé sur terrain témoignent sans nul doute de sa détermination à s'acquitter de la mission lui confiée dans le cadre de la mise en œuvre effective de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo, et prouvant à suffisance que le Fonds de promotion de la santé compte garder le même cap tout en prenant une bonne vitesse de croisière au fur et à mesure que l'État congolais continuera à mettre à sa disposition des ressources financières conséquentes. Le programme de gratuité des accouchements a déjà bénéficié à plus de 220 000 mères et enfants à Kinshasa et en un an, il a pris en charge plus d'1 300 000 bénéficiaires à l'échelle nationale. Le ministre de la Santé a réaffirmé son objectif de généraliser cette gratuité d'ici 2025, tout en signalant l'importance de la formation continue des professionnels de santé. Toujours à propos de la santé, la RDC fait face à plusieurs défis en ce qui concerne l'épidémie de Pox, notamment le suivi des cas suspects. Malgré cela, les autorités sanitaires sont déterminées à en finir avec cette épidémie cette année. C'est l'essentiel à retenir de la réunion hebdomadaire des partenaires et du ministère de la Santé sur l'Mpox. Patience Lokeke.
Depuis le début de l'année 2024, le nombre total de cas suspects liés à l'épidémie de Mpox s'élève à 69 158 avec 15 074 cas confirmés et 1392 décès. La létalité des cas suspects pour la semaine 0D de 2025 est de 2,01%, en légère baisse par rapport à 2,07% observé la semaine 01. Durant ces 6 semaines épidémiologiques passées, les tendances des données en termes de notification sont vers la baisse. Et bien sûr, la létalité aussi dans ce sens, dans la même direction. La RDC est déterminée à en finir avec l'Mpox, mais elle doit relever certains défis, dont l'attente de l'éradication complète de l'épidémie. Des défis en rapport avec l'utilisation, par exemple, des RECO, des relais communautaires au niveau des communautés, au niveau de toutes les provinces. Nous avons des défis en rapport avec les suivis des contacts. L'occasion de la réunion d'aujourd'hui était aussi donnée pour que l'autorité qui conduit de façon stratégique la réponse puisse réarmer et encourager toutes les équipes gouvernementales et des organisations pour que nous puissions cette année terminer avec cette épidémie de Mpox dans notre pays. Concernant la vaccination, le second cycle de vaccination a été achevé dans toutes les provinces concernées par la première phase de vaccination. Le préparatif pour la vaccination dans la province de Bukavu sont en cours, bien que la vaccination des contacts demeure encore timide. La vaccination de jeunes de moins de 18 ans est en attente de l'autorisation d'utilisation temporaire du MVABN par la COREP avec des préparatifs pour la formation de prestataires concernant les LC16. Au total, 13 506 personnes ont été vaccinées contre le Mpox à Kinshasa, dont 13 116 ont reçu une première dose et 390 une deuxième dose. Il est à noter que le contact représente la majorité des personnes vaccinées dans cette campagne. Vous vous souviendrez sans doute que le président du CESAC, Christian Bossembe, avait menacé de suspendre l'application TikTok pour propagation des faux bruits, des informations. Et pour ce faire, nous avons pour invité Trésor Kalonji, chercheur en cybercriminalité, pour parler de vol des données. Mais avant d'arriver à cette question principale, nous allons tout d'abord commencer par poser la question à Monsieur Kalonji qui est là avec nous. Comment les réseaux sociaux parviennent-ils à nous proposer du contenu lorsque nous scrollons? Certains pays accusent TikTok de voler des données personnelles, mais il est probable que d'autres plateformes fassent de même, ce qui devrait être notre préoccupation. Eh bien, les réseaux sociaux se basent sur les préférences des utilisateurs pour suggérer du contenu. Par exemple, si vous entrez sur un réseau que vous enregistrez et que vous mettez comme préférence que vous aimez par exemple le football, que vous aimez le basketball ou bien un autre domaine d'activité, l'algorithme vous propose du contenu issu de ces préférences. C'est-à-dire que sur votre fil d'actualité, vous aurez par exemple une affiche Real Madrid-Barcelone, éliminatoire de la Coupe d'Afrique ou tout autre sujet lié à la NBA ou à tout autre domaine que vous aurez épinglé parmi vos préférences lorsque vous créez votre compte. C'est en fonction de cela que les réseaux sociaux, mais pas seulement, même d'autres plateformes numériques d'abonnement, télé et autres, nous proposent du contenu pour nous permettre de rester engagés sur leur plateforme. À la fois en tant que nation, mais aussi en tant qu'individu. Bon, déjà, en tant que nation, la question des données personnelles est liée d'abord au cadre législatif. Si nous voulons nous affirmer dans notre souveraineté numérique, c'est-à-dire que nous puissions être sûrs que ce que les Congolais partagent sur les différentes plateformes en termes d'images, de textes, de données, puissent être sécurisés et répondre à tout ce qui touche à la protection de la vie privée, nous devons avoir le cadre législatif qui va avec. Aujourd'hui, nous n'avons que le code du numérique qui donne les grandes lignes, mais nous n'avons toujours pas adopté la loi sur les données personnelles qui traînent encore. Et lorsque vous êtes une nation, un ministère
une entité du gouvernement qui ouvre des comptes officiels sur ces plateformes, vous devez savoir que les données que vous mettez dans ces comptes sont susceptibles d'être récupérées par des personnes malveillantes. Et si nous n'y prenons pas garde, ce sont des données qui peuvent servir à l'espionnage, ce sont des données qui peuvent servir à contrecarrer ou faire de la propagande contre les intérêts de notre pays. Donc il est important qu'au-delà du code du numérique, qui est déjà une avancée importante, que nous puissions avoir la loi sur la protection des données personnelles et tous les garde-fous tout autour, c'est-à-dire tous les éléments qui permettront de vraiment protéger les données pour éviter les abus. Parce que oui, lorsqu'il est question de protéger les données, il faut savoir aussi que les abus peuvent rendre les utilisateurs frileux à partager ces informations. On l'a vu il y a des années, lorsque les opérateurs ont lancé la grande opération d'identification de leurs abonnés, qui était devenue obligatoire. Vous voyez à quel point les gens étaient frileux à souscrire à cette démarche, parce que les gens avaient peur, ils ne savaient pas qui avait accès à ces données, dans quelles conditions et comment ces données peuvent être réutilisées dans de contextes particuliers. Donc, il est important que le cadre législatif puisse suivre, et au niveau individuel, il est important de ne pas overshare, comme on dit en anglais. Il y a des informations qui sont de l'ordre du privé que vous ne pouvez pas partager sur les réseaux, comme votre numéro de téléphone par exemple, ça c'est privé. L'endroit où vous vivez, là c'est privé. Il y a beaucoup d'éléments de votre vie que vous ne pouvez pas partager sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en termes d'éducation numérique pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce qu'une donnée personnelle, qu'est-ce qui peut ou ne pas être partagé en ligne. Et de cette façon-là, nous aurons, je pense, une culture de la vie privée qui sera beaucoup plus ancrée au sein de la population. Mais monsieur Trésor Kelonji, dites-nous, dans cette même logique, comment la RDC pourrait-elle, sans recourir à la censure bien sûr, amener TikTok et d'autres réseaux sociaux à éviter la propagation de ce qu'elle considère comme des fake news, la désinformation, mais aussi de la propagande? Il est à noter que depuis 6 ans maintenant, le gouvernement a tenu du fait qu'il n'a pas censuré Internet, ce qui était assez fréquent il y a plusieurs années. Ce qui se passe maintenant avec les menaces qu'il y a d'interdire TikTok nous ramène malheureusement à cette époque où, par le fait que quelques personnes de la désinformation, de la haine et d'autres actions malveillantes, on veut punir tout le monde. Je rappelle que TikTok, c'est 4,4 millions d'utilisateurs en RDC. C'est la deuxième plateforme la plus suivie après Facebook. Si un groupe de 50 ou 100 personnes actives sur les réseaux font de la désinformation et de la propagande haineuse, et pour ça on veut priver 4,4 millions de personnes de leur droit à diffuser, à partager l'information à cause de ces gens, moi je pense que cela n'a pas de sens et cela va créer plus de problèmes qu'il n'en résoudra. Et je pense que l'effort du gouvernement doit être censé essentiellement sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est la modération. Comment peut-il être possible que ces réseaux puissent engager des modérateurs locaux? Quand vous faites quelque chose de répréhensible sur ces réseaux, en lingala, en chiluba, ou dans une langue qui n'est pas utilisée par les modérateurs, l'algorithme ne fera rien. Les modérateurs humains de même. On devrait demander à ces réseaux d'engager des modérateurs locaux qui comprennent le contexte local, qui comprennent la culture locale et nos langues, pour pouvoir arriver à mieux modérer les contenus. Et la deuxième option, c'est celle de l'éducation numérique. Il faut intégrer déjà le signalement et la détection des discours haineux au niveau des écoles, parce que c'est à ce niveau-là, c'est cette génération-là qui est la plus à même de s'approprier les réseaux sociaux et leurs usages. Si déjà au niveau de l'enseignement formel, ils sont formés à reconnaître les discours de haine, à les signaler et à les détecter, je pense qu'on aura fait un grand pas dans la sensibilisation du grand public. Parce que sans l'accompagnement du grand public, toutes les mesures qui peuvent être prises au nom de la sécurité ou au nom de la protection de nos valeurs n'auront pas d'impact, parce que le peuple ne comprendra pas pourquoi. J'ai donné l'exemple, on punit des millions pour la faute d'une 50aine de personnes. Et je pense qu'il est essentiel qu'on ait une approche holistique et beaucoup plus globale, où les autorités travaillent de pair avec les parties prenantes que sont les utilisateurs, bien sûr pas tous. Il y a une façon d'aborder ces sujets de façon concertée, et je pense qu'on aura de moins en moins
de contenus répréhensibles sur ces plateformes et nous pourrons les utiliser pour justement véhiculer des valeurs beaucoup plus, des valeurs humaines et nationales qui permettent de mettre en avant notre culture et notre société. Voilà, c'était tout. Merci à vous, Trésor Kalonji. Je rappelle qu'il est chercheur en cybercriminalité. Autre chose, dans l'arrière-pays, un grave incident s'est produit ce mardi 21 janvier à l'aéroport national de Kongolo dans la province de Tanganyika où un Antonov 26 appartenant à la compagnie Air Kasai a connu une sortie de piste. Les circonstances de l'accident sont encore floues et une enquête est nécessaire pour déterminer les causes exactes. Selon des sources aéroportuaires, l'aéronef qui transportait des cigarettes en provenance de Goma a mal atterri et a terminé sa course dans la brousse où une partie de l'appareil a ensuite pris feu. Heureusement, aucun dommage humain n'a été signalé. De Kongolo, rendons-nous sans transition et sans aucun risque de crash à Irumu, en Ituri, où un bâtiment administratif pour le territoire construit dans le cadre du programme local de développement des 145 territoires s'ajoute à 19 autres projets prévus dans ce territoire. Ce projet est exécuté par le Bureau central de coordination. L'AT d'Irumu a réceptionné provisoirement cette infrastructure ce lundi à Irumu Centre. Le point dans cet élément de la presse militaire de l'Ituri. Le programme de développement local de 145 territoires initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, laisse ses empreintes indélébiles en Ituri. Tenez, un nouveau bâtiment administratif vient de sortir de terre en territoire d'Irumu. Objectif, améliorer les conditions de travail du personnel de ces territoires. La cérémonie de la réception provisoire de ces bâtiments a eu lieu ce lundi à Irumu Centre pour l'administrateur militaire d'Irumu, le colonel Siro Simba. La concrétisation de ces projets est consécutive à la paix instaurée par l'administration militaire de l'Ituri. Ce bâtiment administratif n'est que le 20e projet des 19 autres réalisations réceptionnées et qui sont déjà opérationnelles. Que le chef de l'État trouve ici l'expression de notre gratitude. La situation de stabilité a permis la réalisation des ouvrages cités si haut au chef-lieu du territoire du Loup. Michel Ramazani, chef d'antenne du Bureau central de coordination en Ituri, s'est réjoui du taux de réalisation de ces projets dans cette partie de l'Ituri. Aujourd'hui, nous allons mettre les clés pour l'usage de ce bâtiment administratif et nous repasserons ici 6 mois après pour la réception définitive. Même sentiment exprimé par le député provincial élu de la région, Isaac Lebissabou. Les filles et fils d'Irum, ils ont compris l'importance de la paix. Et voilà, aujourd'hui, nous voyons les bâtiments pousser comme les champignons au chef-lieu territoire d'Irum. C'est ce qui montre que les choses évoluent bien dans le territoire d'Irum. Signalons que ce bâtiment administratif est équipé en mobilier et équipement informatique. D'Irumu, regagnons Kinshasa pour parler ici aussi infrastructure. L'avenue Bompété dans la commune de Kitambo, Jamaïque, va revêtir sa plus belle robe après la pose de la chaussée souple sur 300 mètres ce lundi. Cette nouvelle satisfait la population de cette partie de la ville-province de Kinshasa. Gigi Nende et Giscard Tamba. Les travaux de la pose de la chaussée souple sur une partie de 300 mètres de l'avenue Bompété au quartier Lubudi-Nganda dans la commune de Kitambo, dans le centre de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ont été lancés lundi. Le quartier Lubudi-Nganda est resté enclavé depuis plus de 40 ans et cette réalisation permettra une voie de sortie à cette contrée en plus de l'avenue chrétienne déjà opérationnelle. Depuis la création Jamaïque, tout est salama ba époque wana oyebi ba époque wana. Mais l'autre comme les lobos na 2025 na yo komona bina ke Bompété Jamaïque et Fongwami Prince Koti. C'est là où ils ont abandonné les clichés. La grande surprise la monique Otoyo, moi image sous comment kota c'est là copie pour bonga na moni bazo asphalter bazo tirer la biso bitu. On a là
En février 2024, les travaux de modernisation de l'avenue Bompété avaient atteint la deuxième phase qui a consisté au nivelage de la chaussée et au comptage des moellons. Débutés en septembre 2023, ces travaux exécutés par l'entreprise Aron Sefou sont à leur dernière étape sur une longueur de 2300 mètres comprise entre l'avenue Bananier et l'entrée du cimetière des musulmans dans son croisement avec l'avenue chrétienne. Et en sport, la République démocratique du Congo connaîtra enfin ses adversaires pour la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2025. Le tirage au sort de la 35e édition interviendra le 27 janvier prochain. Blaise Kouzola. Le tirage au sort de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 se déroulera à Rabat au Maroc le 27 janvier prochain. Cet événement tant attendu révélera les confrontations de 24 équipes participantes dont la République démocratique du Congo, suscitant un grand enthousiasme à l'approche du tournoi prévu en décembre 2025 et janvier 2026. La Confédération africaine de football a annoncé que ce tirage déterminera non seulement les adversaires de chaque équipe, mais mettra également en lumière l'exceptionnelle infrastructure sportive du Maroc. Les pays disposent des stades modernes, d'installations d'entraînement à la pointe de la technologie et des complexes hôteliers de premier ordre, en faisant un hôte idéal pour cette compétition prestigieuse. Voici donc la liste de pays qualifiés. Le Maroc, pays hôte, le Burkina Faso, le Cameroun, l'Algérie, le Sénégal, l'Angola, la République démocratique du Congo, l'Égypte, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, tenant des titres, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, le Gabon, la Tunisie, le Nigeria, le Mali, le Zimbabwe, la Zambie, le Comore, le Bénin, le Soudan, la Tanzanie, le Botswana et le Mozambique. Quatrième lors de la précédente édition, la République démocratique du Congo tentera de faire mieux pour cette prochaine campagne africaine. Faisons place à présent à la page internationale. Dans l'optique de soutenir le développement durable du pays, l'administration douanière malgache cherche à mieux coordonner les différents acteurs pour faciliter et accélérer les opérations. Pour 2025, elle s'est donnée pour objectif de générer plus de 900 millions de dollars de recettes fiscales. Blaise Kouzola. La Direction générale de douane de Madagascar a réalisé un taux de recouvrement estimé à 101%. Cette performance est tirée par les recettes sur le produit non pétrolier affichant un taux de recouvrement de 104%, évalué à 2 733 000 milliards d'ariaris. Les produits pétroliers ont affiché un taux de 92% à 1060 milliards d'ariaris. Ces recettes sont excédentaires par rapport aux objectifs fixés dans la loi des finances qui prévoyait à 3 768 milliards d'ariaris. Dans l'optique de soutenir le développement durable, l'administration douanière malgache a mis en place plusieurs mesures visant à améliorer ses performances. Parmi elles figure le module pour dématérialiser l'octroi du régime d'exonération et assurer un contrôle efficace de la gestion des dépenses fiscales. À cela s'ajoute le renforcement du contrôle de zones et entreprises franches. Concernant le code de douane, l'administration a apporté des amendements visant à réguler l'implémentation des zones économiques spéciales harmonisées, les initiatives de mesures tarifaires ou non tarifaires des entités publiques et imposer aux importateurs de fournir des informations précises sur la valeur en douane sous peine des sanctions prévues par la loi. Pour 2025, le pays est-africain prévoit plus de 4 366 milliards d'ariaris des recettes fiscales. 72% de ces recettes devraient être tirées de la taxation des importations de produits non pétroliers et 28% pour ces pétroliers. Le riz est la seule céréale majeure destinée presque exclusivement à l'alimentation humaine. Cette spécificité fait de la graminée un produit de première nécessité dont les évolutions ont des implications directes sur la sécurité des pays importateurs. Après avoir atteint en 2023 leur plus haut niveau depuis 2008 et être redescendu en 2024, le prix mondial du riz connaîtra une nouvelle accalmie cette année.
En effet, la campagne 2024-2025 s'annonce exceptionnelle avec une production de riz blanchi qui devrait atteindre 532,8 millions de tonnes selon les dernières prévisions du département américain de l'agriculture. C'est plus de 10 millions de tonnes de plus que l'année dernière et un nouveau record. Cette performance est d'abord le fait que l'Inde, dont l'offre est attendue en hausse de plus de 7 millions de tonnes à 145 millions de tonnes. En dehors de l'Inde, la situation de l'offre sera aussi bonne en Thaïlande, au Vietnam et au Pakistan, où les récoltes devraient progresser cette saison, quoique de manière plus modérée. Certes, les Philippines resteront le premier importateur mondial, mais les volumes d'achat ne grimpera que de 100 000 tonnes à 5,4 millions de tonnes en 2024-2025. Entre 2022, 2023 et 2023-2024, les achats avaient bondi de 1,4 million de tonnes en glissement annuel. Selon l'USDA, les importations du quatrième pays le plus peuplé du monde devraient ainsi passer de 4,2 millions de tonnes à 1 million de tonnes en 2024-2025. L'Inde, qui a assoupli sa politique commerciale et ouvert ses vannes durant le dernier trimestre 2024, ce qui a renforcé la concurrence sur le marché. Signe de son retour définitif sur le marché, le pays devra augmenter de 27% ses exportations à 22 millions de tonnes d'ici la fin de la saison. Ces contextes restent délicats pour les autres acteurs. Si en 2024, la Thaïlande, le Vietnam et le Pakistan avaient su profiter d'un report de la demande lié à l'absence de l'Inde pour réaliser des ventes records, cette année s'annonce déjà en demi-teinte et les marges de manœuvre réduites. Les données de la firme de conseil SEP Global Platts montrent que le prix FOB du riz indien, brisé à 5%, a atteint le 8 janvier 434 $ la tonne, soit son plus bas niveau depuis 19 mois. Un tarif qui faisait de cette origine la seconde plus compétitive de la région derrière le riz blanc vietnamien vendu à 429 $ la tonne. La tendance baissière pourrait se prolonger sur la première partie de l'année en raison du recul du commerce mondial prévu pour cette année. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Je vous en rappelle les différents titres. Rencontre entre le ministre de la Justice et le secrétaire général de l'ASENCO en vue de l'organisation d'une journée de collecte d'offrandes pour soutenir les FRDC et les Wazalendo. Une prière des différentes confessions religieuses à cet effet devrait se tenir le 9 février prochain. Et à l'international, le riz est la seule céréale majeure destinée à l'alimentation humaine, dont ces évolutions entraînent donc des implications directes sur la sécurité des pays importateurs dans le monde. C'était tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous d'avoir choisi Géopolis Télévision pour vous informer. Je vous dis au revoir et à la prochaine.